Bonjour à tous et à toutes, bon matin. Merci beaucoup d'être avec nous en très grand nombre ce matin pour un nouveau webinaire de Convergence. Donc, je me présente, Alexandrine Desourdis, je suis directrice stratégie de programmation, initiative d'impact et relations avec la communauté à la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Donc, le webinaire d'aujourd'hui, ça s'inscrit dans notre initiative Convergence qui rassemble en fait plus de 27 partenaires et collaborateurs, dont bien sûr notre co-développeur BMO et le gouvernement du Québec. Convergence, ça vise à appuyer les entreprises dans la transition verte. On le sait, les défis sont nombreux et l'adoption de pratiques durables peuvent aider à relever certains défis, mais pour passer à l'action, ça nous demande souvent d'avoir accès à de l'information, de la formation, de l'accompagnement. Puis donc, à travers ce qu'on déploie, on espère pouvoir faciliter les démarches, vos démarches pour adopter des pratiques plus durables. Donc, le webinaire d'aujourd'hui s'inscrit dans cette lignée-là et l'objectif d'être, en fait, l'avantage d'être avec nous en direct ce matin, c'est que vous aurez l'occasion de poser vos questions à notre invité du jour. Donc, on aura une période de questions à la toute fin. N'hésitez pas tout au long de la séance, tout au long de la présentation à ajouter vos questions dans l'espace, la boîte Q&A qui apparaît au bas de votre écran. Donc, on prendra quelques questions à la toute fin. Et donc, sans plus tarder, je vais vous inviter en fait à accueillir notre invité du jour. Donc, on reçoit aujourd'hui Valérie Lavoie, qui est directrice principale industrie et énergie chez Accenture. Donc, Valérie va me rejoindre sur l'écran dans un instant. Donc, aujourd'hui, elle va nous permettre d'explorer comment l'intelligence artificielle et l'Internet des objets peuvent transformer les opérations industrielles et accélérer la transition vers la carboneutralité. Valérie, je t'invite à me rejoindre. Voilà, on te voit apparaître. Merci beaucoup d'être avec nous. Aujourd'hui, ben, Valérie va vous donner aussi un cas concret d'application. Donc, je pense que ça va pouvoir illustrer aussi les propos puis les éléments qu'elle amène. Merci beaucoup, Valérie, d'être avec nous. Merci de me donner ce petit temps d'antenne, ou nos petits temps de virtuel, puis merci à tout le monde. Fait que je vais présent, est-ce que vous voulez que je Bien prépare? sûr, ben Ouais, donc, ok. je vous laisse aller, puis on se revoit à la toute fin pour la période de questions. Donc, à tout de suite. Merci beaucoup, puis Parfait. bon, bonne présentation. Merci. Donc, je vais partager mon écran. Est-ce que tout le monde voit mon écran? Share. Est-ce que tout le monde voit mon écran? J'ose espérer que oui. Oui. Euh, oui, OK. Bon. Pardon. Ça fait exprès quand on veut. OK, bon, ben merci tout le monde. Désolé de petite interruption de manipulation. En fait, oui, l'objectif, c'est de décarboner dans un secteur industriel. Et puis le cas type, justement, c'est quelque chose qui est concret, qui touche une très grosse minière. Pour l'instant, je n'ai pas le droit de la nommer, mais il y a plusieurs acteurs et joueurs dans l'écosystème. Et c'est un petit peu ce que je veux présenter, les difficultés aussi, les challenges, puis les questions qu'on doit se poser pour bien comprendre dans quoi on s'embarque on fait une décarbonation puis qu'on touche le numérique. Donc, oui, effectivement, le secteur, le cas type que je vais présenter, c'est la décarbonation sur la partie industrielle, minier, plus spécifiquement. Une chose aussi qu'il faut tenir compte dans l'adéquation, c'est que dans le secteur minier, puis excusez si je mets les termes anglophones, mais bon, c'était plus pratique pour l'espace-temps que j'avais aussi, puis l'espace virtuel disponible. En fait, c'est très souvent, on pense machine-homme, système-homme, c'est toujours pensé vers très humain. L'autre enjeu aussi, c'est que, puis l'une des raisons pour lesquelles ce projet-là a été avancé, c'est que des têtes grises comme moi, des expertises, ça tend à disparaître, même s'il y a encore des très résistants comme moi. Mais aussi, c'est aussi la disponibilité, puis c'est pas tout le monde qui veut aller travailler dans le Nord, c'est pas tout le monde qui est disposé à se répartir un peu partout géographiquement. Puis c'est un enjeu qui touche pas juste le secteur minier, mais c'est l'ensemble des sous-secteurs. Mais dans ce cas-ci, c'est pour ça que j'en parle parce que c'est fondamentalement notre industrie aussi au Québec
entre autres. Les technologies aussi vont permettre de justement mettre en perspective toute cette chaîne de valeur-là. Puis sans plus tarder, ben, de quoi c'est composé aussi? C'est que si on veut décarboner, qu'est-ce qui a été implanté, puis qu'est-ce qui a été mis en service. Puis là, l'investissement est important parce que si on veut faire une décarbonation rentable dans la chaîne d'approvisionnement durable et efficiente dans le temps, ben, tout ce qui est mesure, la connectivité, tout ce qui est jumeaux numériques, parce que si on veut faire de la simulation, puis si on veut avoir une certaine capacité, puis si on parle d'AI, ben, imaginez la quantité de données par sous-secteur et secteur, je vais en parler tout à l'heure. Tout ce qui est intelligence artificielle, tout ce qui est modélisation et tout ce qui est machine learning, tout ce qu'on pouvait robotiser, automatiser, tout ce qu'on pouvait utiliser comme espace virtuel, data center, data lake, edge computing, etc. Et quand on parle de cybersécurité, ben aussi tout le décodage, tout ce qui est la chaîne de blocs. Je pourrais faire un webinaire juste là-dessus, mais c'est pour vous donner un peu l'écosystème dans quoi l'infrastructure a été déployée. L'autre chose aussi que j'ai toujours un peu comment est-ce que je pourrais dire, on va appeler ça un cube énergétique, pour ne pas utiliser l'expression de Pierre Lavoie, mais dans la version Valérie Lavoie, mais plus technologique. Oui, je viens du Saguenay comme lui et on n'a pas de lien de famille, mais par contre, oui, il y a de la famille environnante qui travaille chez un certain secteur aluminium dans la région, mais bon, ça, c'est un autre sujet. Dans le fond, le cube énergétique ici, c'est qu'il y a trois dimensions. Puis souvent, on oublie cet aspect-là parce qu'on pense qu'on transpose des choses un pour un, mais il faut tenir compte de l'aspect géographique, le type de consommation, puis le secteur. Donc, vous voyez que c'est multidimensionnel. Puis non seulement ça, dans ce cube-là, il y a aussi des sous-secteurs. La toile d'araignée, quand on fait venir des équipements de matériel, ben, eux aussi, ils ont le propre écosystème énergétique. Donc, c'est trois dimensions, plus un trois dimensions, plus. Ça peut être complexe, puis c'est énormément de données. Fait que pour un ou deux cerveaux, ça commence à être compliqué à digérer, si on peut dire, puis à mettre en service et comprendre. C'est pour ça que l'intelligence artificielle et tout ce qui est système qui accompagne pour traiter ces informations-là va être très important. Un autre, puis je fais exprès, là, je vais encore deep dive, puis pour montrer un peu la complexité dans quoi on s'embarque, puis pourquoi ça demande une réflexion importante. C'est l'intégration de l'ensemble de ces données, de ces métadonnées, puis toutes les KPI ou les indicateurs de l'écosystème, parce que quand on produit puis on extrait du matériel, ben, il y a aussi la quantité de ce qu'on a besoin, parce qu'une mine ne va pas s'exploiter elle-même tout seul. Elle a besoin d'un écosystème puis des ressources internes pour s'assurer quand sa production puis la demande client, puis tout le transport associé, ben, il y a une balance. On le sait présentement avec les impacts tarifaires, ben le temps de cycle de réponse entre ben je dois produire, puis là, ben quand est-ce que j'arrête, puis quand est-ce que je gère mes stocks pour balancer cette demande énergétique-là. Puis c'est un écosystème qui est encore très linéaire et très siloté. Ce qui fait que entre le moment qu'on a des impacts ou un choc économique ou une interruption, ben, ça prend du temps et ça a une influence sur toute cette chaîne-là. Je vais encore un peu plus loin. Étant donné que chacun des sous-systèmes sont îlotés et tous les processus, les encadrements et autres, si on parle de fournisseurs de services, équipements, de la logistique qu'on a besoin pour faire les extractions de matières premières, secondaires ou peu importe, qui peut être transformé, qui peut être stocké, puis qui va être acheminées vers divers clients. Encore là, toutes ces données-là sont interconnectées, très souvent encore très machines et humains qui saisissent l'information. Puis chaque
encadrement, façon de faire, système, tout ce qui est logiciel, infrastructure informatique, matériel, enfin bref, tout ce qui est consommable, matériel, entretien, réparation, eux aussi ont leur propre écosystème. Fait que là, je parlais tout à l'heure du 3D, 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 intérieur d'un 3D. Imaginez la quantité de données, la quantité d'informations qui doit être traitée. Puis encore là, il faut faire attention à qu'est-ce qu'on prend et comment on va le traiter. Fait que ça aussi, c'est l'interdépendance, puis tous les facteurs, puis les joueurs, les clés qui font partie de cet écosystème-là. Je vais encore un peu plus loin. Encore là, le petit maillon qui fait comment est-ce que je pourrais dire, le bloc énergétique ou le cube énergétique. Mais si on va encore plus loin puis qu'on commence à décomposer chacun des encadrements, des sous-systèmes, des règlements et j'en passe et les façons de faire et des pratiques, ben, si on regarde juste, puis je n'irai pas là-dedans, puis même encore là, ici, ça va demander, va demander un webinaire. Tout ce qui est l'approvisionnement logistique, pensez routier, pensez navire, pensez ferroviaire, puis toute la gestion logistique, puis même chose pour le stockage, stockage, entreposage, gestion des commandes, juste ça. Imaginez la quantité de logiciels et de personnes qui nourrissent la bête et tout ce que ça prend comme information. Regardez comment, même ça aussi, ça demande une infrastructure, même ça, ça a son écosystème et ça, il faut tenir compte de ça dans tout le processus d'aller chercher l'information et le mettre à contribution. L'autre aspect, puis je vais encore un peu plus loin, c'est pour montrer la structure que ça prend pour gérer ça. Il faut recycler parce que vous avez, tout à l'heure, je vous ai montré que c'était très un processus très de bout en bout et très linéaire et très séquentiel. Mais là, pour rendre ça dynamique et fonctionnel et en temps réel, il faut recycler, il faut reprendre les données de chacun des sous-systèmes et des sous-fonctions et de les ramener et puis des balancer pour être sûr que la cible qu'on veut atteindre de décarbonation, puis de façon de traiter les données, puis de façon intelligente, puis de maximiser nos ressources, il faut le balancer. Et c'est pour ça que ça aussi, c'est un effort, puis il faut y penser parce que c'est pas juste on a fini un bord, il faut balancer, puis équilibrer l'offre et la demande autant dans les niveaux, dans tous les sous-secteurs pour atteindre la chaîne de bout en bout. Bon, maintenant, là, c'est l'approche ingénieur, comme s'il y en a plusieurs d'entre vous qui sont ingénieurs, ben oui. Dans tout sous-secteur et site, il faut faire des études et il faut faire une analyse, un plan de match. Parce que comment dans l'organisation qui n'ont pas fait de plan de match, euh, puis s'aventurer là-dedans, ben, bonne chance, mais il faut faire une étude sérieuse. Il faut faire un état des lieux puis une analyse d'écart au niveau macro, c'est-à-dire tous nos actifs, toutes nos infrastructures. Bon, excusez, il y a du monde qui m'appelle. Euh, de tous nos actifs partout dans le monde. C'est une étude macro, puis c'est sur un long terme, ça peut être du 10 ans. Puis qu'est-ce qu'on peut se payer sur 10 ans? Puis c'est là aussi que c'est peut-être une confrontation de notre modèle d'affaires, puis aussi qu'est-ce qu'on peut se permettre. Puis c'est là qui est difficile pour une société comme nous autres, comme au Québec, qu'on a toutes. Puis à un moment donné, ben, l'énergie, les ressources, etc., là, ça va être un enjeu de prioriser. Puis, mais qu'est-ce qu'on doit prioriser dans le temps? Puis pourquoi? Puis comment? Puis c'est là que ce plan de match, puis cette analyse. Après ça, on va regarder on va aller un petit peu plus systématique, puis on va regarder ce qui sont nos points forts, puis qu'est-ce qu'on peut maximiser. C'est pour ça qu'une chaîne de valeur pour aller valider les sous-systèmes et puis les maillons en termes microscopiques, en termes de projets pilotes et de voir ces projets pilotes, il faut vraiment les regarder, extraire les bons KPI, puis extraire les bonnes informations et prendre le temps. Comment une fois, comme ingénieur et enfin comme projet, j'ai vu d'accélérer les projets pilotes, puis de surdimensionner lorsqu'on arrive pour envoyer les équipements, les matériaux, etc., ou que ce soit technologique ou peu importe en construction ou façon d'assembler les choses, puis qu'on arrive, bon, on a surdimensionné, puis après ça, il faut revenir et réutiliser et redesigner pour utiliser les équipements ou les mesures
mesure de façon moindre. Et ça, c'est systématique. C'est là qu'on perd les coûts et qu'on perd le contrôle. J'ai juste à donner un exemple qui s'appelle Ça clique, mais ça, c'est une autre histoire. Euh, Après ça, ben, quand on a bien contrôlé chacun des projets ou des pilotes, c'est là qu'on regarde, on revient macroscopiquement et comment on les déploie, parce que souvenez-vous, on a des sites un peu partout, puis lequel qui est le plus payant, celui qui va nous coûter le moins cher, puis qui va être le plus performant pour rencontrer nos objectifs. Puis bien entendu, on se met toujours une cible, des cibles, puis ça varie dans le temps. On est dans les cibles au début, puis vers la fin, quand on commence à déployer, puis on essaie d'opérer, bien, c'est normal qu'on n'atteint pas les cibles la première fois. C'est une question d'amélioration continue, puis vous vous souvenez, le recyclage, ben, c'est un peu ça. Il faut ajuster au fur et à mesure et ça demande du temps et ça demande des investissements. Donc, ça, c'est les grandes étapes. Même ça demanderait un webinaire, mais sauf que, je veux dire, je vous donne les grandes lignes en termes point de vue ingénieur. Si on regarde aussi ce que ça coûte et ce que ça demande comme investissement, attention, c'est pas donné. Mais par contre, il y a moyen de peut-être, comme je disais au départ, de bien canaliser et de bien évaluer l'étape 1 puis dire comment ça nous coûterait, puis qu'est-ce qu'on peut se permettre. Et ça, je pense que toute industrie confondue peut se permettre au moins l'étape 1. Puis ça, c'est les sous-maillons. Puis dans la chaîne d'approvisionnement, les petits sous-maillons, là, les maillons, il y en a plusieurs, puis ça peut représenter, si vous regardez, le nombre de personnes que ça prend, le temps requis, puis la facture qui va avec, parce que c'est un investissement et c'est quelque chose qu'il faut être connaissant parce que comme je dis, ça peut dérailler si on ne fait pas les choses sérieusement. Mais l'important, c'est de bien planifier. Le projet, actuellement, puis là, il y en a plusieurs qui vont peut-être faire les yeux comme ça. Oui, c'est cher. Mais par contre, il faut regarder l'investissement à long terme, qu'est-ce que ça va rapporter. Présentement, les phases 1 et 2, c'est un CAPEX de 385 millions et les phases 3 et 4, c'est autour de 225 millions. Puis l'efficacité cible pour l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement, c'est de viser 40 d'économie, d'opération, d'efficience de production, d'opération et aussi d'émissions, de réduction d'émissions des gaz à effet de serre. Bon, maintenant aussi, qu'est-ce qu'on est rendu? Où est-ce qu'on est rendu? Ben, les phases 1, 2 et 3, ben, c'est-à-dire la phase 1 a été complétée. Les phases 2, c'est rendu à 68 d'avancement. Les phases 3 ont été débutées, 23 d'avancement. Et l'objectif, c'est de finir en 2026 pour annoncer. Désolé, je ne peux pas annoncer qui est le bailleur de ce genre de projet-là parce qu'il y a plusieurs partenaires et écosystèmes, je pense qu'ils veulent l'annoncer eux-mêmes. C'est quelque chose qui va être, qui va être aussi annoncé et illustré et présenté à l'ensemble des actionnaires et propriétaires de cette mine-là. Leçon apprise. En fait, comme j'ai dit au départ, c'est toute la planification, la stratégie va être très importante. Puis, oui, je comprends que des fois, on fait des veilles, puis qu'on va un peu partout dans le monde, puis on essaie de rapporter ce qui s'est fait, puis on essaie de le déployer ici. Attention, euh, c'est pas un pour un. Il faut toujours adapter et mettre en contexte. Souvenez-vous, mon cube énergétique, géographiquement, site, consommation, ça dépend d'écosystèmes environnemental, de où on l'apporte et comment on le fait. Donc, il faut toujours customiser. Ça n'empêche pas qu'on peut s'inspirer des meilleures pratiques et tout ça, c'est correct, mais il n'y a jamais de un pour un. Pourquoi? Parce que euh, si on regarde, on prend les modèles européens, on les amène ici, ben, ils n'ont pas les mêmes conditions climatiques, même s'ils ont des changements climatiques. Il faut tenir compte aussi des standards, de la législation et de l'écosystème en général. Puis c'est pour ça que je dis intelligente et adaptée sur mesure. L'autre chose aussi, la gestion du risque, mesurable puis supportée par des indicateurs réels.
faites attention, c'est comme je dis, là-dedans, c'est vraiment mesurer ce qu'on a à plus petite échelle pour vraiment sortir. Puis c'est là le processus qualité, pas à la fin, mais il faut le faire au début pour avoir quelque chose d'efficient. Combien de fois j'ai entendu garbage in, garbage out? Là, on a l'occasion de maximiser les efforts et de s'assurer que l'ensemble des données qu'on va recueillir sont vraiment de bonne qualité pour éviter des biais au niveau des algorithmes et tout ça, puis des statistiques qui sont supportées dans l'adéquation. Oui, c'est une planification des ressources humaines, matérielles et j'en passe. C'est une gestion de changement qui est majeure. Ça confronte les valeurs humaines, ça confronte nos paradigmes, ça confronte les modèles d'affaires et jusqu'où on est prêt à aller. Ça, c'est un questionnement qu'il faut se faire aussi. Puis dans la planification, c'est à regarder parce que c'est facile technologiquement, on déploie partout. Puis après ça, il y a de la frustration. Puis après ça, il y a de la démotivation. L'objectif ici, c'est d'être attractif, puis aussi d'amener de l'innovation, puis d'amener un plaisir d'aller faire le travail. Et combien de fois, moi, comme je dis, quand je fais quelque chose, il faut que l'adéquation du plaisir, puis aussi, oui, se questionner, puis avoir l'humilité de faire les choses et pas prétendre qu'on sait tout. Et ça, c'est quelque chose que aussi, il faut se questionner puis mettre en perspective quand on fait notre plan de match et on fait notre gestion de modèle d'affaires. Oui, l'utilisation efficace des données, je reviens encore, c'est le processus qualité souvent négligé, mais il faut qu'on le regarde dans l'ensemble, puis le bien d'être décomposé, puis s'entourer des bonnes personnes. Les outils numériques, les sources d'énergie propres disponibles, oui, tant qu'on peut. Le bateau électrique demain matin avec les navires qu'on a besoin je ne sais pas combien de milliers de conteneurs, puis que c'est combien de tonnes qu'on doit faire circuler. Ben, présentement, c'est pas là, puis peut-être que ce serait peut-être mieux d'optimiser les parcours et de maximiser les transits et tout ça. Je pense que là, présentement, c'est ce qu'on peut faire. Je ne sais pas dans le futur, mais je pense qu'il y a aussi un questionnement. Puis aussi dans les procédés industriels, des fois, électrifier, ce n'est pas toujours bon. Pourquoi? Parce que le procédé a une nature chimique qui est composante et de transformation, qui a besoin peut-être d'une chaleur plus directe qu'indirecte. Et ça, il faut se poser la question en termes d'efficience puis en termes de mesure. Et c'est là que je vous invite à faire attention quand vous pensez à ça. Électrifier, oui, mais attention, pas tout mettre ses œufs dans le même panier, puis ça donne un portrait global de la situation. Bon, pour conclure le tout, je pense que Accenture, l'objectif, c'est de servir l'industrie dans les solutions complexes. Puis oui, c'est le but d'augmenter l'efficacité et la productivité, la croissance, création de valeur, vous aider dans la gestion des risques OPEX, CAPEX, et bien sûr, offrir des services technologiques, puis transformer la gestion des connaissances parce que notre présent est conditionné par ces connaissances-là, puis sa disponibilité. J'ose espérer que ça vous a intéressé. Puis si vous avez des questions, ben, ça me fera plaisir d'y répondre. Puis avec l'équipe aussi qui est disponible à Montréal, francophone et une belle dynamique. Et je crois que vous auriez aussi beaucoup de plaisir à travailler avec nous. Donc, et voilà, je fais la fin de ma présentation. Merci énormément, Valérie, pour cette présentation. Puis je pense que tu amènes aujourd'hui autant des éléments qui illustrent très bien l'aspect technique de la chose, mais aussi l'aspect humain qui est quand même au cœur de ta présentation. J'ai quelques questions pour toi, puis j'invite vraiment les gens, on est nombreux là, à être connectés ce matin, donc je vous invite à inscrire vos questions dans la boîte Q&A, n'hésitez surtout pas. Mais je vais commencer avec une première question justement sur les compétences peut-être pour mener ce type de projet-là. Je pense qu'il y a beaucoup, tu parlais d'innovation, il y a beaucoup de nouveautés à travers ce genre de chantier-là de travail. Quel genre de compétences on devrait avoir dans nos équipes pour mener à bien ce genre de réflexion-là? En fait, je pense que c'est toutes les compétences. Et oui, il y a un volet technique, mais quand on parle de modèle d'affaires puis de transformation, ben aussi, il faut avoir des questionnements puis avoir d'autres points de vue. Je pense qu'il faut vraiment avoir une équipe qui est pluridisciplinaire, qui est multidisciplinaire pour justement, moi c'est sûr, j'ai une formation d'ingénieur et puis euh,
c'est sûr que j'ai un point de vue très, peut-être, très cartésien, puis des fois, juste me faire poser, ah, mais as-tu pensé à ça? Ah, Mhm. non. Ah, intéressant. Puis ça permet de prendre un recul, puis d'avoir un bon jugement parce que c'est tellement facile d'imposer des choses, puis qu'au bout de la ligne, mais non, c'est pas ça qu'on voulait. Puis comment de fois on a installé des systèmes en pensant comprendre le besoin, puis finalement, on sent plus de frustration, puis on se demande pourquoi. C'est parce qu'on ne s'est pas mis à la place de l'autre. C'est pour ça que je dis, à un moment donné, il faut avoir l'unité d'accepter qu'on ne connaît pas tout. Mais par contre, en fait, c'est comme je disais, c'est planification, planification, planification. Tout est là, puis prendre le temps de faire l'exercice. Et ça, je pense, c'est à la mesure de tout le monde. Certainement, mais C'est, c'est un très bon conseil, en tout cas, à garder en tête aujourd'hui. Donc, l'importance d'inclure, de consulter toutes les parties prenantes, que ce soit des gens plus de terrain, peut-être de d'autres équipes. Parce que c'est eux qui vont être impactés par ce genre oui, de changement-là directement. J'ai une question de quelqu'un du public, puis oui. j'espère la traduire adéquatement parce que j'avoue que je ne suis pas spécialiste comme toi dans le sujet, donc dis-moi ce que tu en déduis. Euh, on nous dit donc tous les ans, les barrages cèdent localement, détruisent la biodiversité locale. Est-ce qu'il y a des moyens d'améliorer la résistance dans le temps des boues polluées des barrages? Bonne question. Oui. Mais en fait, pas oui, pas mais plutôt, en fait, c'est comme je disais au départ quand je montrais les 4 étapes, faire un état des lieux. D'aller commencer à faire un état des lieux et cueillir les vraies données pour dire jusqu'à où, parce que oui, ça fait peut-être un disruptif, mais jusqu'à quel point. Puis c'est toujours là, il faut aller vraiment voir, mesurer et évaluer. Parce que si on veut aider par des systèmes ou de la technologie, la mesure, l'information, la vraie, elle va être importante parce que ça va nous déterminer quelle est la limite, jusqu'où on peut faire les améliorations, puis avec quoi. Et ça, souvent, on pense tout de suite solution. Je sais moi-même, je suis un peu, un peu aussi dans, j'essaie de trouver des solutions, mais il faut regarder dans l'ensemble, puis qu'est-ce qu'on peut solutionner à court, moyen, long terme. Puis c'est pour ça que je dis que la stratégie va être là. Oui, c'est possible. Maintenant, je ne suis pas une spécialiste de l'environnement, je ne suis pas une spécialiste, mais par contre, je m'accompagnerai de gens qui connaissent Mhm. ça. Et puis, c'est quoi votre point de vue? Puis après ça, ceux aussi qui entretiennent, qui maintiennent et qui exploitent, ben, est-ce qu'ils sont conscients de ça? Puis est-ce qu'ils veulent contribuer? Et c'est là, quand je dis modèle d'affaires, jusqu'où on est prêt à investir puis qu'on croit parce que ça fait des changements, puis ça fait des changements dans les coûts, dans les processus, dans les façons de faire, parce que on est traditionnel, on est conservateur puis c'est sécurisant. Là, ça amène de changer notre méthode de travail. Puis est-ce que au niveau législatif, au niveau syndical, au niveau. Il y a plein de choses hein, qui Mhm. édulcorent tout ça dans nos pratiques et nos façons de faire. Puis oui, je veux dire, ça touche les barrages, ça touche Hydro-Québec, donc jusqu'où Hydro est prêt à s'investir. Puis ça, c'est aussi, il faut poser la question. Il faut le poser aussi jusqu'où eux veulent aller, puis qu'est-ce qu'ils sont prêts à faire. Puis aussi, il y a toutes les. Où on parle géographiquement, où est-ce qu'ils sont situés? Est-ce que, bon, là, souvent les barrages sont dans le nord, dans les territoires qui appartiennent aux Premières Nations. Il faut peut-être aussi consulter parce que ça affecte aussi. Enfin bref, c'est pas facile, ça se fait, mais là, c'est là, qu'est-ce qu'on est prêt à concevoir, à give and take, là. Excusez, je l'ai en anglais, là. Qu'est-ce qu'on est prêt, parce que tout changement, ça amène une façon de faire qui est différente, mais on ne peut pas arriver à satisfaire tout le monde à 100%, mais il faut arriver à un juste milieu. Puis c'est là que je dis prioriser, faire des choix, c'est difficile. Puis des fois, plaire à tout le monde, c'est bien le fun, mais c'est comme impossible. Puis maintenant, il faut avancer. Mais là, il faut au moins contribuer puis essayer de faire le maximum. Puis, comme je dis, le Certainement, reste, mais trouver cet équilibre-là, cette ouais, balance, c'est pas facile. un C'est pari. pas facile. Non, sauf que je pense que tu amènes plusieurs dimensions qui sont importantes à garder en tête dans cette analyse, dans cette préparation-là, cette planification-là qui est essentielle.
Puis donc, quand on parle de consulter les parties prenantes, ça peut aller très, très largement selon notre réalité. Mais merci beaucoup pour cette réponse-là. Je t'amènerai sur une autre piste. Tu as parlé en fait de la qualité des données, du processus justement pour avoir de la donnée qu'on pouvait utiliser, puis réutiliser, puis que ce soit efficace. Comment en fait, quel type de données serait nécessaire dans une solution comme ça pour que ce soit efficace? Parce que j'imagine qu'il faut harmoniser quand même le type de données. Quel travail est à faire sur toute une chaîne comme ça pour avoir une donnée qui est optimale? La donnée, hein, au départ, elle a toujours une limite supérieure, une limite inférieure. Et ça, c'est régi par des normes, des méthodes, des encadrements, des standards et tout ça. Puis c'est toujours, on va toujours essayer de prendre celle qui est la plus restrictive pour nous donner, puis en même temps, une marge de manœuvre pour voir si on est capable d'atteindre ça. Puis des fois, peut-être qu'on ne sera pas, mais au moins, on l'a évalué dans un cadre très précis. Puis il y a des fois que la donnée n'a même pas été encadrée. Mais là, il faut y donner des cadres. Faut se donner, parce que dans toute innovation, puis dans toute implantation, des fois, on a des hypothèses de départ, puis quand on arrive pour le déployer sur le terrain ou bien qu'on on recueille, wow, on n'avait pas prévu ça. Et c'est là que c'est à nous à mettre ces frontières-là si elle n'est pas là. Puis des fois, ça amène, ah, tiens, je n'avais pas vu ça. Puis là, ah, puis c'est ça qui arrive aussi, c'est que des fois, ça nous permet d'aller chercher peut-être d'autres données qui sont secondaires, qui vont former la donnée. Et c'est là que ça, c'est un travail de moine, là, mais il faut le faire. Puis là, c'est là que les spécialistes dans certains secteurs vont être importants parce que je ne dis pas qu'ils connaissent tout, mais ça va donner une bonne base pour commencer. Et c'est là que, comme je dis, l'agent AI ou la donnée pour tout ce qu'on veut implémenter, ben c'est là que ça devient puissant parce que là, on vient faire un legacy, puis en même temps, le machine learning apprend. Fait que ces expériences pour la prochaine, la première n'est jamais la meilleure. C'est la deuxième, la troisième, et c'est la multiplication qui fait que c'est puissant. C'est pour ça que je disais, les gens comme moi, ben, c'est une opportunité de faire un leg de connaissances, puis que les plus jeunes ou que ceux qui ont moins d'expérience puissent profiter, même si, mettons, je ne suis plus là, mais au moins, ça permet de multiplier les efforts, parce que le début est toujours plus difficile, ça demande des ressources, puis après ça, on maximise. Fait que tout ce qui est besoin de ressources humaines et d'expertise, ben, on vient de faire un premier pas. Donc, Tout à fait. c'est Puis ça. tu le soulevais aussi dans ta présentation, l'effort qui est majeur dans les premières étapes, mais par contre, le retour sur investissement qui peut venir par la suite. Puis là, je parle pas seulement du dollar, mais ça peut être le gain en productivité, ça peut être le gain en fait, une moins grande émission, peu importe. Donc, les gains sont multiples. Mais justement, je ferais du pouce sur cette question-là parce OK. que quand on parle d'IA, puis d'environnement, on se pose encore les questions à savoir si justement, c'est une solution qui est suffisamment frugale pour pas être non plus la source d'émissions de GES. Donc, justement, dans des projets comme tu nous décris, comment on peut s'assurer que la technologie qu'on utilise, elle devienne pas non plus la source d'émissions, puis qu'elle soit en fait au service de la décarbonation? Comme je dis, on ne pourra pas tout résoudre demain matin. C'est des choix qu'il y a à faire. Je donne un exemple. Si on utilisait, en fait, si vous utilisez des data centers, parce que c'est sûr, on parle de métadonnées, on parle d'intelligence, on parle de data lake, on va utiliser des data centers. Data centers, on sait que c'est pas très économe. Par contre, on dit, OK, j'utilise ça, mais qu'est-ce que je peux compenser ailleurs pour dire, ben là, je vais utiliser ça parce que là, j'ai un manque. Fait que là, c'est le give and take et Mhm. c'est la balance qu'il faut faire, puis c'est des choix. Comme je Oui. dis, arriver à zéro, net zéro, tant qu'il y a des humains sur la Terre, ça va être très difficile. On transforme, il y a des conséquences et c'est là que c'est où qu'on met qu'on est prêt à vivre avec. Et c'est pour ça que je dis le modèle d'affaires devient, parce qu'on veut tout faire, mais la réalité, 2035, c'est dans 10 ans, c'est demain matin. Je regarde tout ce qu'on nous demande. Ben, je ne sais pas, là, mais des fois, ça prend une génération ou deux. Je ne sais pas si c'est Faire réaliste. bouger Par les contre, choses.
Oui, c'est pour ça que je dis qu'il faut faire une stratégie, puis après ça, il faut revenir microscopiquement, puis qu'est-ce qu'on peut atteindre? C'est Oui, sûr qu'on n'arrivera pas à tout ce qui est demandé d'ici 2035, mais par quoi oui. on peut commencer, par quoi on peut se payer, puis par quoi on peut faire des initiatives, et je pense que c'est là, l'enjeu. Et, et moi, c'est un peu ce que je trouve dommage, c'est qu'on met beaucoup de «Ah, oui, mais comment on le fait? Mhm. Mais Comment je on le pense fait que sérieusement? Puis quelle réflexion? Et c'est là que je vois que je trouve ça un petit peu, pas absent, mais il y a beaucoup de silos. je comprends. Puis, Mais justement, une des façons de briser les silos, c'est en mettant de l'avant des cas concrets, des cas oui, exemplaires. Puis bon, là, ce matin, tu nous présentes justement un cas dont on peut peut-être pas dévoiler encore le porteur non, de ce projet-là, mais j'imagine que ça va se multiplier, ce genre de oui, cas-là. oui. Est-ce qu'il existe présentement des cas existants dans le monde que tu dis, ça, c'est des exemples vraiment intéressants qu'on devrait regarder ou c'est des choses qu'on devrait regarder plutôt dans les prochaines années? Je pense qu'il y a déjà d'avance un petit peu partout. Euh, Comme je dis, c'est culturel aussi. Fait que je pense que ben, c'est sûr, l'Europe a toujours une avance sur nous autres. Pourquoi? Parce que sont très, c'est pas, géographiquement, ils sont près un de l'autre, puis ils sont interdépendants de toute leur chaîne d'approvisionnement à titre d'exemple. Puis aussi, ben oui, l'Europe, mais on oublie souvent du côté japonais. Moi, je suis fascinée des fois qu'on ne regarde pas le Japon, qui ont exactement les mêmes conditions climatiques que nous, sont densément peuplés, ils ont les mêmes réalités en termes de vieillissement de la population, sont très innovants, sont très structurants, etc. Puis moi, je suis toujours étonnée de dire pourquoi vous n'allez pas voir du côté japonais? Je pense qu'on aurait plus de gains à les voir puis les amener ici, même si culturellement, mais par contre, enfin, pour avoir travaillé avec des Japonais, des Coréens, puis Chinois, les Japonais sont plus C'est près un de modèle à nous. regarder. Moi, ça m'étonne toujours. Ah oui, c'est plus fun d'aller en Europe, mais bon, je comprends. Mais sauf que je veux dire, il y a des choses que je veux dire, des fois, je me questionne en me disant, mais pourquoi on n'a pas ce discours-là? Puis eux aussi sont ouverts à aller plus loin parce qu'ils l'ont vécu, parce qu'ils sont très géographiquement densément peuplés, puis ils vivent avec cette réalité-là. Moi, je regarde au niveau enfin, Mais ça serait un marché, en tout cas, à suivre avec oui, intérêt. Ça serait un oui. marché assez avec intérêt. Puis merci de le mettre, de le pointer pour nous aujourd'hui. J'aurais peut-être une dernière question pour toi, Valérie. En fait, il y a quelqu'un qui nous demande si le modèle d'affaires évolue, optimise ses émissions carbone, il ne reste plus qu'à réduire la consommation de matières premières. Est-ce qu'il existe des projets d'accompagnement à la réduction de la consommation de matières premières, un- ou un jeu d'accompagnement pour aller chercher une baisse de la demande? Oh, la question a plusieurs volets. Je pense que moi, tu as un Christian Bégin qui. Non, ben en fait, non, je pense que je fallais en référence à l'émission de télé, Oui, Curieux oui. Bégin. On En va fait, prendre les volets qu'on peut ouais, répondre. c'est ça, je Il vais n'y a pas faire de souci. un trois volets. Ben, en fait, oui, il y a des choses qui existent. Il ne faut pas oublier qu'on est dans le début, là, on est dans ramp-up, là, puis il y a des choses qu'on a encore à apprendre. Si je reprends la question, oui, ça se transpose. Oui, on peut accompagner. Maintenant, là, le marché, parce que ce qui est difficile présentement, c'est que le marché est comme il se passe des choses, puis humainement, ben, c'est à nous à les traiter, puis après ça, on transfère nos juridictions ou nos directives à l'intérieur des organisations. Fait que là, il y a comme un latency. Euh, Ça, on n'est peut-être pas rendu là. Peut-être certains systèmes financiers sont peut-être plus connectés, mais l'ensemble de l'industrie, comme je disais, c'est encore human-centric. Mhm. Euh, Est-ce qu'on veut complètement nous remplacer? Ben, je vais faire comme Yoshua Benjao, je vais dire non, attention, il faut quand même rester dans l'adéquation. Maintenant, est-ce que oui, il y a des choses qui se sont faites dans l'industrie minière, dans la transformation, mais on est encore loin de la coupe aux lèvres. On est dans le début, mais il y a des gens qui sont plus avancés dans certains secteurs. Euh, Si je regarde dans l'industrie, oui, il y a certains secteurs comme, en fait, pour l'extraction minière, c'est encore assez traditionnel, mais je veux dire, il y a
petites avancées, mais c'est pas rendu on n'est pas rendu dans le futur, là. Parce que l'extraction minière, ben, on regarde dans les pays que ça se fait, ben, c'est encore human machine, on envoie des machines. C'est très civil, traditionnel, etc. Parce que ouvrir puis exploiter une mine, ben, c'est encore très énergivore, extrêmement énergivore. On extrait. euh, Mais ce que je comprends en fait, c'est que bon, il y a de l'évolution, mais par secteur aussi, il y a des réalités qui sont différentes, puis que oui, tu ramènes encore une fois la dimension humaine qui fait partie aussi de toute cette complexité, puis peut-être aussi des réflexions où on peut peut-être aussi des fois se dire, bon, on va y aller par étapes, on va voir jusqu'où on veut aller. Puis je pense qu'il y a des questions comme société à se poser aussi, jusqu'où on veut aller avec tout ça, des outils c'est qu'on pour a ça que à découvrir. c'est pour Mm. ça que c'est intéressant de faire une planification. Puis juste pour venir Oui. les parties faciles, bon, c'est pas ceux-là qui ont assisté le 2 juin dernier à la Chambre de commerce pour le Oui. forum sur la transition. Il y avait ma collègue Valérie Provost qui parlait aussi des études, puis des impacts, puis qui a fait ces plans, des planifications. Puis là-dessus, c'est sûr que, bon, je vous invite à aller voir cette étude-là, les accessibles. C'est que ce qui est plus facilitant présentement, on parle de loop ou de récupération de chaleur, énergie, etc. Ça se fait dans les centres-villes. Ça, c'est la partie où est-ce que c'est plus accessible à plus petite échelle, changer lumière, Les coûts chauffage, énergétiques. etc. C'est de la récupération. Mais de la transformation en tant que telle, là, on est dans les premiers balbutiements, là. Il y a vraiment un questionnement parce qu'à cause des marchés, et ça, c'est un changement de modèle puis de façon de faire qui est. Pour ça, je dis que c'est un investissement. C'est Profondément. pas évident, puis ça demande une entreprise présentement qui a les reins assez solides. Certainement. Parce que on n'a pas tout exploité encore. Puis, puis même dans les matériaux critiques, parce que aussi, on a un enjeu avec les matériaux critiques. Certainement. Euh, Parce que là, il n'y aurait pas une occasion de maximiser par ce type d'expérience-là. Oui. Euh, Possible. Ben, donc, on verra, peut-être on suivra l'actualité, comment nos grands joueurs se positionnent par rapport à ça, comment les réflexions évoluent. Pour aujourd'hui, c'est tout le temps qu'on avait, OK, mais ouais. effectivement, tu as évoqué l'étude qui a été présentée le 2 juin dernier. Je pense que si les gens aimeraient poursuivre la Mhm. réflexion, c'est une belle référence à aller voir sur le site d'Accenture. On pourra le lier aussi à la boîte à outils de Convergence. Donc, moi, j'invite les gens qui sont présents aujourd'hui, si jamais il y a des questions, ben, vous avez les coordonnées de Valérie pour la recontacter. N'hésitez pas à poursuivre la réflexion avec elle. Si également vous avez envie de revoir d'autres webinaires de la série, ils sont tous disponibles en ligne sur le site de la Chambre. Puis donc, ben, avant de clore le webinaire, je voulais simplement vous remercier d'avoir été présent avec nous. Puis merci énormément Valérie Au pour cette belle plaisir. présentation. Donc, je vous souhaite à tous et à toutes une très belle journée. Merci beaucoup. Merci. Merci.